De Pierre Stamboul, la Nakba ne sera jamais légitime. Chapitre 1er, Oslo c'est fini, suite. 1-2. Chapitre 1, paragraphe 2. Ce qui a été signé à Oslo, l'organisation de l'apartheid. Professeur à l'université de Birzeit, le professeur Albert Agarzarian avait participé aux discussions avec les Israéliens qui ont précédé les accords d'Oslo. Les Palestiniens, nous a-t-il dit, négociaient à l'oriental en essayant de créer un climat de confiance. Dès qu'il s'agissait de signer quoi que ce soit, les Israéliens butaient sur tout. Alors on ne signait que sur l'heure d'ouverture des checkpoints. Les Palestiniens ont signé à Oslo des points présentés comme provisoires le temps d'avoir leur État. 24 ans plus tard, le provisoire est devenu un boulet définitif. D'après un rapport parlementaire français établi par le député Jean Glavany, un colon consomme 14 fois plus d'eau qu'un Palestinien. Et j'ajoute, les Israéliens pompent 95% de l'eau de la Palestine et ont asséché les puits palestiniens. Continuons. Cette inégalité a été signée à Oslo, comme nous le disait ironiquement un ami gazaoui, spécialiste de la question de l'eau. La position israélienne sur cette question a toujours été « ce qui est chez nous est à nous, et ce qui est chez vous, il faut en discuter ». Depuis, les Israéliens y ont ajouté la coupure totale d'eau dans des villages ou dans des camps de réfugiés à certaines périodes. Les Palestiniens de Cisjordanie sont obligés d'acheter leur propre eau à la compagnie israélienne Mekorot. Leurs puits sont bouchés. Et à Gaza, la nappe phréatique est envahie par l'eau de mer parce qu'en amont, les Israéliens puisent dedans sans retenue au mépris du droit international qui interdit de tels prélèvements. On lit en note, rapport fait à la Banque mondiale par Adnan Rocher, novembre 2016. Rien n'a été signé à Oslo concernant un corridor entre Gaza et la Cisjordanie. La question a juste été évoquée oralement. Il avait été question d'une route, voire de tunnel. Le fait que rien n'ait été signé a permis au gouvernement israélien de réaliser un rêve sioniste très ancien, la fragmentation totale de la Palestine. Dès la signature des accords d'Oslo, l'isolement de Gaza a été entrepris. Certains croient que le blocus de Gaza a commencé en 2007 avec la prise du pouvoir de Hamas. Nous verrons plus loin qu'il a commencé bien plus tôt. Non seulement le déplacement des êtres humains est devenu de plus en plus rare et difficile, mais l'isolement est aussi économique. Les productions de Gaza et de la Cisjordanie sont complémentaires. Cette situation existait déjà dans l'Antiquité avec des échanges vitaux entre les populations des collines et celles du littoral. Mais à Oslo, une disposition qui devait être provisoire a été acceptée, le contrôle total des importations et des exportations palestiniennes par Israël. Du coup, l'économie palestinienne est totalement captive. Ainsi, quand Sharon a évacué les colonies de Gaza en 2004-2005, les Palestiniens n'ont pas pu continuer à produire les fleurs cultivées dans ces colonies, toute exportation étant devenue interdite. En 2013, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, ayant appris que les Israéliens s'opposent aux exportations de Gaza vers la Cisjordanie pour des raisons entre guillemets de sécurité, propose ses services. Les Pays-Bas décident d'installer un scanner à camion au poste frontière de Kerem Shalom, en arabe Abu Salem, entre Gaza et Israël. Ainsi, les Israéliens pourront être sûrs qu'aucun produit suspect ne transitera sur leur territoire. Mais quand il arrive triomphant sur place pour inaugurer le scanner, les autorités israéliennes déclarent que la décision d'empêcher Gaza d'exporter est politique et définitive. Il ne reste à Mark Rutte qu'à exprimer sa colère.
pas trop quand même, et à repartir. Et chaque année, les excellentes fraises de Gaza, produites coûte que coûte malgré la pénurie d'eau, doivent être bradées sur le marché intérieur ou transformées en confiture, faute de possibilité d'être écoulées hors de Gaza.